Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur, très contente de vous retrouver. Voici le programme du jour. On va attaquer d'abord avec notre focus au travers de ces vidéos. Il vulgarise la cybersécurité pour tous, du danger du Wi-Fi public aux précautions à prendre pour se prémunir des virus informatiques. Micode aborde de nombreux sujets sur sa chaîne YouTube et on en parle dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, c'est Lisa de Bernard qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Lisa. Bonjour Philippine. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler d'une étude qui démontre que les jeunes auraient préféré un monde sans TikTok et même sans les réseaux sociaux. Eh oui. Bon, on va en parler avec vous, décrypter tout ça. Et puis c'est notre question du jour. Pourquoi la fonction publique peine-t-elle autant à recruter aujourd'hui? C'est un paradoxe. Alors que des milliers de postes sont à pourvoir chaque année dans l'administration, les concours attirent de moins en moins. Processus notamment trop long, format vieillissant, épreuves parfois jugées déconnectées aussi des compétences d'aujourd'hui. Le modèle des concours de la fonction publique est en crise. Et si le numérique pouvait justement en être la clé pour le moderniser et le rendre plus attractif, c'est en tout cas la conviction de notre invité aujourd'hui. Flavien Rey, bonjour. Bonjour Philippine. Vous êtes le CEO de Teia. On va parler justement de tout ce que vous faites, bien sûr dans la fonction publique, mais ailleurs dans l'enseignement et l'enseignement supérieur. On en parle dans un instant, juste après le focus. Chercher, comprendre, expliquer ou encore simplifier, voilà ce à quoi ressemble la chaîne YouTube de Michael de Marliave, plus connu sous le nom de Micode. Cet addict de la technologie est notre focus du jour, signé aujourd'hui Jean Martineau. Il y a 2 mois, on a décidé de lancer une immense expérience statistique en envoyant plus de 10 000 CV à des recruteurs. L'objectif, répondre à 4 questions qu'on s'est tous déjà posées. Est-ce que c'est grave de ne pas avoir une orthographe irréprochable? Est-ce que sur sa photo, il vaut mieux être souriant ou plutôt sérieux? À quel point le fait d'avoir fait une grande école va vraiment augmenter les chances de passer la première sélection? Il traite principalement d'informatique, de cybersécurité et plus généralement des enjeux du numérique. Micode est une star d'Internet qui parle d'Internet. Véritable geek, il se passionne très tôt pour la programmation et le développement informatique. Il se lance sur YouTube en 2017, il est alors en première année d'IUT. Offrant un contenu de vulgarisateur du numérique, il fait face à une concurrence quasi nulle dans le domaine et dès le lancement de sa chaîne, il pulvérise les compteurs. Ah ouais, bah carrément, je l'ai lancé en janvier et en avril, effectivement, on était à 200 000. Et je me souviens d'un seul week-end, par exemple, où on a pris 30 000 abonnés. Les abonnés augmentent à une vitesse grand V et sa chaîne YouTube devient incontournable. L'ascension est telle qu'un an après son lancement, la chaîne de Michael est référencée dans une publication du ministère français de la Culture, inventoriant les chaînes YouTube culturelles et scientifiques adaptées à un usage éducatif. Si vous avez eu des parents prudents, ils vous ont peut-être dit qu'il ne fallait jamais, au grand jamais, écrire son nom de famille sur Internet. Et effectivement, ça sonne comme une bonne idée. Si votre futur recruteur tape votre nom dans Google et vous voit arraché à votre asso étudiante ou tombe sur les posts gênants que vous faisiez au collège, c'est pas terrible. Vous pouvez toujours tenter de les faire supprimer. Mais comme on dit, Internet n'oublie jamais. Il y a tellement d'outils pour retrouver des contenus censés avoir disparu qu'il est plutôt prudent de prendre un maximum de précautions. Notamment, dès que possible, utiliser un pseudo ou au moins des initiales à la place de son nom de famille. Et effectivement, c'était une bonne idée. À une certaine époque d'Internet, à un certain stade de la technologie. Ce que j'aimerais vous montrer dans cette vidéo, c'est que depuis relativement récemment, c'est devenu parfaitement inutile. Et que s'il reste quelques photos, dossiers de vous sur Internet, vous avez du souci à vous faire. Sans prétention de vouloir former qui que ce soit, mais simplement en voulant éveiller la curiosité et en apprenant quelque chose, Micode a su parler à son public. Il évoque de petites choses que peu de gens savent et pour lesquelles ils n'ont pas de temps à perdre, mais lui, si. Et nous, on se dit à très bientôt. Allez, autre chose maintenant. Depuis plus de 70 ans, les concours de la fonction publique sont un pilier du recrutement de l'administration française, des épreuves conçues pour garantir bien sûr l'égalité des chances, sélectionner aussi les meilleurs talents au service de l'État. Mais aujourd'hui, ce modèle est en tension, avec notamment une baisse du nombre de candidats, des formats jugés rigides, une difficulté aussi à recruter dans certains secteurs. Alors faut-il repenser complètement et entièrement ces épreuves pour les adapter un peu plus au monde d'aujourd'hui? Voilà quelques-unes des questions qu'on va poser à notre invité tout de suite dans la première partie du talk. Notre invité, justement, pour en parler aujourd'hui, Flavien Rey. Je rappelle que vous êtes le CEO de Teia. Alors peut-être, avant de parler justement d'une tribune que vous avez publiée dans l'AEF, plaidant pour une modernisation des concours de la fonction publique, peut-être commencer par la masse de la masse. Qu'est-ce que vous proposez avec Teia ? Alors, Teia, c'est une plateforme de formation et d'évaluation.
sur ordinateur, et qui permet aux enseignants de créer des contenus de cours et des contenus d'évaluation. Et de l'autre côté, pour les étudiants, pour tous les apprenants, puisqu'on commence au lycée et on va jusqu'à la formation continue, donc de pouvoir suivre leurs cours, réaliser des examens et passer tout type d'évaluation. Donc commençons par le test de positionnement, l'auto-évaluation, en allant jusqu'au concours, en passant par les partiels, les oraux et les travaux pratiques. Sachant que ce n'est pas une plateforme qui est nouvelle, vous en êtes le directeur général depuis quelques années, mais ça fait des années que Theia existe. Tout à fait. Theia, c'est un magnifique projet qui est né en 2006, donc presque 20 ans, avec donc l'intention d'un enseignant-chercheur en médecine de réduire les écarts de niveau entre les étudiants de la fac de médecine de Grenoble. Et ça a commencé dans sa première mouture sur le principe de la classe inversée, donc qui est aujourd'hui quelque chose de souvent appliqué, mais qui permettait donc aux étudiants de suivre leurs cours chez eux ou à la bibliothèque, de s'auto-évaluer, et pour permettre aux enseignants donc d'accompagner au mieux des étudiants en décrochage, de se concentrer sur des travaux pratiques pendant les cours. À partir de 2010, donc la plateforme s'est tournée vers à renforcer son expertise en évaluation, auto-évaluation, en allant vers l'évaluation sommative, donc les examens validants, les concours, et c'est la technologie de Theia qui a permis de dématérialiser le concours de 6e année de médecine. Notamment, effectivement. Alors, on va continuer à en parler avec vous, justement, mais d'abord, vous venez de publier, donc, j'en parlais en introduction, une tribune dans l'AEF, plaidant pour une modernisation des concours de la fonction publique. Qu'est-ce qui vous a poussé d'abord à prendre la parole sur ce sujet aujourd'hui ? Alors, c'est les chiffres qui sont criants. Donc aujourd'hui, on a de plus en plus de mal, ça croît chaque année, donc à pourvoir les postes ouverts dans la fonction publique. Ouais. Et donc ça atteint donc les 15%. Donc il y a le dernier chiffre disponible donc de 2022 en augmentation, enfin multiple de 3. Hein, donc on parlait de 5% en 2018. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les métiers de la fonction publique, comme tous les métiers, évoluent de plus en plus. En revanche, les modalités d'admission, elles sont restées relativement figées. D'accord. Et le numérique et toutes les solutions qu'on a en proposition apporterait un certain nombre de bénéfices qui pourraient être très utiles à l'évaluation et donc le recrutement dans la fonction publique. Ce sont ces fameux concours externes qui permettent de recruter un certain nombre de fonctionnaires chaque année. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien du tout qui est digitalisé. Si, alors il y a des parties, il y a des petits bouts, il y a des initiatives. Mais il y a encore beaucoup de choses possibles à mettre en œuvre. Ouais. Alors il y a 3 aspects, peut-être je te vance votre prochaine question, mais le premier est vraiment au niveau de la modalité d'évaluation pour coller au plus près du besoin avec ces métiers qui évoluent. Oui. Le deuxième, c'est vraiment pour travailler sur les aspects logistiques. Donc, c'est l'accès au concours, alors si bien géographique que sur la fréquence. Donc, c'est la flexibilité du numérique qui permettrait d'augmenter le nombre de candidats et donc potentiellement le nombre d'admis derrière, de postes pourvus. Et enfin, on peut renforcer encore l'équité. Alors, le concours, il faut dire les choses. Hein, les concours de la fonction publique existent depuis très longtemps. Ils reposent vraiment sur les principes d'égalité des chances. Mais on peut aller encore plus loin avec le numérique sur ces principes d'équité. Alors justement, on parlait de numérique dans le recrutement. Les tensions de recrutement dans la fonction publique n'ont jamais été aussi fortes, vous nous le disiez. En quoi le numérique peut-il être un levier pour redonner de l'attractivité quelque part à ces métiers, à ce secteur, à ce domaine ? Alors, je reviens donc sur le premier exemple là, des modalités d'évaluation. Oui. Aujourd'hui, les professionnels, chaque mission qui est portée dans un métier, on parle beaucoup plus donc de savoir-faire et de savoir-être que de savoir. On parle de soft skills, on va même aujourd'hui parler de crazy skills, encore qu'on peut le prendre avec des pincettes. Et les modalités d'évaluation sont beaucoup plus tournées vers le contrôle du savoir. Le contrôle des acquis de connaissances, et à travers le numérique, on est capable de mettre en œuvre des modalités d'évaluation beaucoup plus proches de ses besoins. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? C'est ce que j'allais vous dire. Concrètement, c'est aujourd'hui, quand on fait une étude de cas sur des imprimés, est-ce que ça pourrait être pas aujourd'hui le commentaire d'une vidéo, le commentaire d'un live, par exemple, qu'on pourrait mettre en œuvre dans du numérique et qui colle beaucoup plus auprès
auprès d'un besoin dans le métier. Donc, un exemple assez criant, on a une palette de modalités d'évaluation qui permettent donc aux créateurs de contenu. Alors, nous sommes agnostiques de contenu. On met à disposition la technologie donc, qui permet donc de mettre en œuvre ces modalités. Je donne un autre exemple, c'est chaque professionnel aujourd'hui confronté à prendre des décisions, à faire des choix dans des situations d'incertitude, par exemple. Ils sont nombreux. Et tout à fait. Et c'est quelque chose qu'on sait faire, notamment avec les tests de concordance de script. Alors ce nom un petit peu technique qui derrière est une modalité très intéressante. En fait, on va mettre un étudiant, un apprenant, un candidat dans une situation d'incertitude. Ça peut être à travers une vidéo, à travers un énoncé, comme peut-être proche de ce qu'on faisait avant, et faire évoluer cette situation sur lequel il va pouvoir diagnostiquer, prendre des décisions en fonction de la compétence qui est évaluée. Et il sera noté, non pas en fonction d'une réponse juste, parce qu'on est en situation d'incertitude, mais par rapport à un panel d'experts qu'on mobilise très facilement avec du numérique sur cette situation donnée. Certains redoutent que la dématérialisation des concours, justement, avantage certaines catégories de population par rapport à d'autres qui sont peut-être plus à l'aise aussi avec le numérique. Qu'est-ce que vous leur répondez ? C'est un très bon point. Aujourd'hui, on voit quand même un accès, une accessibilité grâce au numérique qui est renforcée, notamment sur des enjeux de malvoyance ou encore sur différents types de handicaps. On est capable d'attribuer notamment tous des tiers-temps, des quarts-temps, enfin tout ce genre d'enjeux est traité plus facilement avec le numérique. Donc il faut faire attention à ce genre de sujet, mais on va dans le sens quand même d'une augmentation de l'égalité des chances grâce au numérique. La digitalisation des évaluations permet-elle d'assurer plus d'égalité justement des chances entre les candidats ? Qu'est-ce que vous remarquez aujourd'hui de manière peut-être plus générale, plus globale sur cette égalité des chances ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous remet sur le tapis de manière régulière ? Est-ce que peut-être vous perdez aussi des clients ou vous n'y accédez pas pour cette raison, pour cette crainte d'inégalité des chances ? C'est un très bon point. On va parler de la correction. On n'a pas encore abordé, dont l'objectivité et la qualité peut être renforcée avec le numérique. Donc là, je commence par des choses assez simples. L'anonymisation de la copie est encore plus forte. Alors elle existe, vous me direz, sur les écrits actuels, parce qu'on va cacher la fameuse languette qu'on va rabattre sur une copie d'examen qui va permettre donc de cacher le nom et le matricule. Oui. Encore qu'on a des biais d'écriture, par exemple, qui sont souvent abordés. C'est un exemple. Le brassage des copies est encore plus effectif, plus puissant, donc avec le numérique. Les erreurs de correction peuvent être détectées plus facilement avec le numérique. Les erreurs de formulation de questions, on calcule notamment ce qu'on appelle des taux de discrimination sur les questions. Ce qui permet de voir est-ce qu'une question est discriminante, au sens donc elle va sélectionner les candidats les plus pointus sur le sujet, ou est-ce qu'elle a été mal posée, et auquel cas son résultat montre qu'il faut l'annuler. Et c'est toujours... C'est plus simple d'annuler une question dans un examen numérique, recalculer entièrement toutes les notes, ça se fait instantanément. Ça permet de voir aussi l'impact que ça a sur une barre d'admissibilité, sur justement des critères d'acceptabilité. Donc la correction numérique a beaucoup d'attraits. J'en rajoute un dernier, c'est aussi la capacité de noter au mieux chaque modalité. C'est-à-dire que je vais pouvoir sélectionner le correcteur qui pourra noter donc une spécialité. Ça peut être une question, ça peut être un bout de question, ça peut être une sous-question. Je peux l'attribuer à n'importe qui en France. On peut faire renoter très facilement quand il y a un recours. On ne va pas l'avoir ressorti, encore qu'aujourd'hui, beaucoup de copies sont numérisées. Mais donc, il y a une flexibilité qui est très très forte dans la correction, et qui dit une correction plus objective, de meilleure qualité, dit plus de confiance dans les candidats. On parle d'attractivité aujourd'hui, donc des candidats. Ça change tout. On va continuer à en parler avec vous parce qu'il y a encore plein de questions à aborder sur ce sujet, Flavien. D'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech.
Images et vidéos, c'est le Zap et c'est toujours l'œil de Jean Martineau. Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, Flavien Rey, le CEO de Teia. Juste avant de reprendre notre discussion, on va laisser place à la chronique de Lisa de Bernard, qui a une idée derrière la tech. Près d'un jeune sur deux en France estime que sa vie aurait été meilleure sans TikTok. Alors ça, c'est quand même surprenant, mais c'est en tout cas ce que révèle une étude du journal L'ADN. Un chiffre qui vous a interpellé, Lisa, autant qu'il nous interpelle, je crois. Comment expliquer ce paradoxe et surtout pourquoi un tel rejet? Eh bien, vous l'avez dit, en Philippines, cette étude de l'ADN a des résultats qui sont plutôt étonnants, je dirais même frappants, puisque 47% des jeunes interrogés pensent que leur vie aurait été meilleure sans TikTok. Pourtant, on le sait, ce sont les premiers utilisateurs de la plateforme. Ce chiffre montre qu'une véritable prise de conscience des effets négatifs des réseaux sociaux s'opère progressivement chez ce public. Concernant les arguments avancés, il y a d'abord la perte de temps. Beaucoup reconnaissent scroller durant des heures sans même s'en rendre compte. Et puis ensuite, il y a la question de l'impact mental, la comparaison permanente avec les autres, la pression des tendances ou encore l'exposition à des contenus anxiogènes crée un sentiment de malaise chez ces jeunes de plus en plus. Et attention, TikTok n'est pas le seul réseau concerné. Instagram, Snapchat, voire même X sont pointés du doigt. Ce n'est pas donc le rejet d'une seule et même application, c'est plutôt un rejet d'un mode de vie ultra connecté qui peut devenir de plus en plus pesant. Donc on adore ces applis, mais on sait aussi qu'elles sont dangereuses parfois, qu'elles ont des effets négatifs. C'est un peu schizophrénique, ça, non? Un petit peu, c'est ce qu'on appelle en termes scientifiques la dissonance cognitive. On sait ce qui n'est pas bon pour nous et pourtant on continue de le faire. Alors pourquoi, me direz-vous? Eh bien parce qu'il y a un potentiel addictif sur ces applications. L'algorithme nous propose du contenu ultra personnalisé. Ce qui nous donne envie de rester, c'est le fameux juste une vidéo de plus et puis finalement 2 heures après, on y est encore. Et puis bien évidemment, il y a la pression sociale qui s'accompagne sur ces applications. Être sur TikTok, Instagram, c'est aussi être connecté aux autres. Si on supprime l'appli, on a peur de rater quelque chose et ce phénomène a même un nom, le FOMO, et c'est donc l'acronyme de Fear of Missing Out. Peur d'oublier, de rater quelque chose, effectivement. Alors c'est ce qui rend d'ailleurs le rejet de ces applications si compliqué, mais puisqu'elles semblent tant nous peser, est-ce que la solution n'est pas juste
de les supprimer. De les supprimer. De les supprimer. C'est une bonne question et justement certains le font. On parle de plus en plus de détox numérique, de pause volontaire, voire de jeunes qui quittent complètement les réseaux. Mais ce n'est pas si simple. D'abord parce que tout est numérique aujourd'hui, les amis, les infos, parfois même le travail ou encore l'école passe par ces applis. Et puis bien entendu, il y a la notion de plaisir parce que même s'il y a des effets négatifs, les réseaux restent une source de divertissement, d'inspiration, voire même parfois d'opportunités professionnelles. Ce n'est donc pas juste un problème d'addiction, c'est un équilibre à trouver à plus grande échelle. Bon alors du coup Lisa, qu'est-ce qu'on fait? On garde TikTok et on assume ou on s'en débarrasse? Alors il n'y a pas de réponse unique, mais plutôt un nouveau rapport au réseau à inventer. Beaucoup de jeunes cherchent à mieux contrôler leurs usages, par exemple en limitant le temps d'écran avec un bloqueur au bout d'un certain temps d'utilisation par jour, ou alors en désactivant certaines notifications, mais aussi en changeant le type de compte qu'ils suivent. Bref, en reprenant la main, les plateformes, elles aussi, on leur part de responsabilité et sont mises sous pression pour protéger les utilisateurs. TikTok, par exemple, a ajouté assez récemment un message pour prévenir lorsque l'on dépasse une certaine durée de temps d'écran. Une mesure, certes, loin d'être insuffisante, on le sait, mais on croise les doigts pour que la réglementation continue à faire progressivement son trou. Merci beaucoup Lisa pour cette chronique. On suivra justement ce développement au cours des prochaines semaines, toujours avec vous bien sûr. Et on lance ensemble tous les trois la deuxième partie du talk. Et on est toujours sur le plateau avec notre invité Flavien Rey, le CEO de Teia. Alors vous nous parliez justement de ces concours de la fonction publique, du fonctionnement aussi de votre plateforme, de votre outil. Une question qu'on peut se poser bien sûr, c'est à quand le baccalauréat de manière digitale, en ligne? Est-ce que ça, vous y travaillez? Est-ce que c'est pour bientôt ou est-ce qu'on en est encore bien loin? Alors c'est quelque chose qui tout comme le concours la fonction publique, apporterait de nombreux bénéfices. Alors, je pense le premier, c'est sur les aspects logistiques. Il faut savoir le baccalauréat, chaque année, c'est 600 000 bacheliers, de l'ordre de 300 000 en filière générale, et le reste dans les filières technologiques et d'autres disciplines. C'est un budget, une organisation très complexe. Bien sûr. De même, je pense qu'on pourrait apporter des modalités d'évaluation donc plus fines, mais surtout apporter une granularité encore plus forte à l'évaluation dans le baccalauréat. Je prends toujours l'exemple donc des recrutements dans les études supérieures. Aujourd'hui, un élève qui est la moyenne en maths, est-ce qu'il n'est pas très fort en géométrie, un peu moins bon en algèbre et qui mérite tout à fait de faire une belle école d'architecte. Donc c'est quelque chose que le numérique pourrait apporter dans sa granularité. De même, une autre solution, un autre bénéfice plutôt, c'est toujours la correction. Donc là encore, une correction plus transparente, un accès au recours plus facile, dans ce cadre. Qu'est-ce que vous en pensez, Elisa, de Teia? Que le bac, déjà, c'est très loin pour moi. Voilà. Là, c'est ce à quoi je pense tout de suite. Mais Teia, non, je pense que c'est une très belle idée. C'est vrai que c'est des questions que je ne m'étais pas posées. Et pour tout vous dire, j'avais l'impression que ce que vous alliez nous expliquer était assez technique. Et en fait, je me rends compte que dans l'application, il y a plein de choses à faire, que ça parle à tout le monde, que ça parle aux bacheliers, que ça parle aux étudiants qui sont sur des études à plus haut niveau, que ça parle aussi effectivement pour la fonction publique. Donc, je pense qu'il y a plein de choses à faire, effectivement. Plein de choses à faire. Bah oui, est-ce que vous échangez par exemple avec, je sais pas, le ministère de l'Éducation nationale pour essayer de digitaliser un petit peu le baccalauréat, malgré cette grosse machine qu'il y a derrière et le nombre d'élèves qui passent chaque année leur bac? Alors aujourd'hui, notre cœur de métier, il est vraiment dans le supérieur. On est bien implanté à l'université. Nous avons déjà eu un pilote avec l'Académie de Versailles dans le passé. Et j'espère vivement pouvoir donc relancer ce type de pilote qui peut commencer par organiser des bacs blancs dans des lycées, dans même une académie. Une de nos forces chez Teia, c'est la capacité à créer des réseaux à travers nos plateformes.
ça vient toujours de cette volonté d'équité entre les étudiants, c'est de pouvoir mettre en commun donc les contenus d'évaluation. C'est quelque chose qu'on pourrait mettre en œuvre dans les lycées, donc avec des épreuves de bac blanc qui sont partagées, qui sont faites en parfaite simultanéité, pour commencer et aller dans ce sens. Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'avoir parfois aussi des biais algorithmiques? Je ne sais pas si vous travaillez notamment avec l'intelligence artificielle pour proposer des contenus et des questions aux élèves, en tout cas aux apprenants qui utilisent votre plateforme. Mais j'imagine que tout ça est un sujet aussi. Alors on est très précautionneux là-dessus. Ouais. Pour y toucher tout de suite, par exemple, la correction automatique, c'est quelque chose qui existe en fait depuis très longtemps. Ça s'appelle les questions à choix multiples. Bon, j'enfonce une porte. Mais aujourd'hui, je crois que sur le sujet de la correction, ça renforce la dichotomie entre l'évaluation du savoir qui est toujours nécessaire, et notamment au lycée, chez les bacheliers, parce que c'est nécessaire pour former l'esprit critique, aller vers le savoir-faire, le savoir-être. En revanche, ça pousse les examens plus ouverts, dans lequel finalement on va vouloir mobiliser une correction humaine avec cet esprit critique et éviter justement des biais possibles par la correction automatique. Alors on travaille sur des sujets d'aide à la correction, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas implémenté dans le produit volontairement pour éviter ce type de biais. En revanche, là où on travaille déjà sur deux aspects. Le premier, c'est tout ce qui est lié aux données pédagogiques. Je vous ai donné l'exemple de l'étudiant qui a la moyenne en maths. Aujourd'hui, on a des traces d'apprentissage, des traces d'évaluation depuis quasiment 20 ans. Ça permet de fournir des statistiques aux enseignants qui permettent dans la création des sujets de créer des questions plus discriminantes, de meilleure qualité, d'anticiper en fait la qualité du contenu d'évaluation. Donc ça, c'est des choses qui nous intéressent d'un point de vue intelligence artificielle. L'autre, c'est évaluer la capacité à utiliser l'intelligence artificielle. Et je me permets de citer sur ce plateau en exclusivité, pour la première fois, la sortie de notre modalité d'évaluation de prompt pour la rentrée prochaine. Voilà. Merveilleux. Ouais. Première fois. Tout à fait. Bravo. On verra ce que les enseignants en penseront. On teste ça déjà avec certains partenaires. Voilà. Merci de nous réserver cette annonce. Lisa, vous voulez réagir? Oui, je voulais rebondir. Vous évoquiez le fait que les enseignants puissent, grâce à votre plateforme, peut-être parfois reformuler les questions. Est-ce que ça leur permet aussi de travailler en amont sur ce qu'ils proposent dans leur enseignement, c'est-à-dire en voyant peut-être qu'à certaines questions, effectivement, il y a tout un panel d'élèves qui ont des difficultés à répondre. Est-ce qu'il y a peut-être n'avez-vous jamais eu de retour sur la question, mais des enseignants qui du coup réadaptent leurs cours en amont en se disant ok, peut-être que là, ces points-là, en fait, on ne les a pas assez travaillés, et donc de réadapter leur programme. Alors, il y a l'adaptive learning, c'est un sujet clé pour faire progresser encore plus, encore mieux. La mission de TEIA, c'est mesurer et motiver la progression de tous. C'est vrai qu'historiquement, la formation, l'apprentissage, c'est emmener un étudiant, un apprenant d'un point A à un point B. Aujourd'hui, on peut déplacer ces points pour faire monter B et pour faire atteindre B plus rapidement, un A qui est plus bas. Donc, c'est clé, le contenu d'évaluation pour l'adaptive learning. C'est pour ça qu'on a gardé la partie formation, donc notre module de e-learning, LMS, parce qu'il vient s'améliorer grâce aux données qu'on récupère sur l'évaluation. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de l'École du Futur nous parler de tout ça. C'est un vaste sujet, on pourrait encore en parler pendant longtemps, mais il va falloir qu'on rende l'antenne. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. D'avoir été parmi nous. Ça s'appelle TEIA. Donc merci beaucoup aussi à vous, Lisa, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Bonne fin de journée à tous les deux. Et puis nous, on se retrouve évidemment comme tous les jours, dès demain, dès 12h30 et toujours sur School TV. D'ici là, passez une très bonne fin de journée.